Bonjour Kamel Daoud, merci d'être avec nous aujourd'hui pour se demander comment faire du journalisme dans un monde polarisé. À 24 ans, vous devenez journaliste pour le quotidien d'Oran, alors que votre pays natal s'enfonce dans la décennie noire, qui fait aussi la toile de fond de votre dernier livre Ouri, récompensé par le prix Goncourt 2024. Votre œuvre est faite de perpétuels va-et-vient entre la France et l'Algérie, entre réalité et fiction, et aussi entre les chroniques et le roman. Alors, Kamel Daoud, en quoi êtes-vous confronté dans votre travail à la polarisation du monde, et est-ce quelque chose que vous percevez dans la réaction de vos lecteurs et dans la sphère publique, de manière générale? Bonjour, merci de m'inviter à parler et merci pour vos questions. Je suis, comme vous l'avez dit, je suis journaliste depuis l'âge de 22 ans à peu près. J'ai commencé dans le journalisme du fait divers avant d'être recruté dans un journal, une presse généraliste. C'est le quotidien d'Oran. Alors, juste pour le cadre, mon expérience ne correspond absolument pas à l'expérience du journalisme en France. Il s'agit d'une tradition qui est différente, une perspective d'histoire qui est différente et surtout des conditions de travail, de guerre qui sont différentes. Donc on ne peut pas confondre les deux expériences, mais si je suis là, c'est pour partager ce qu'il y a lieu de réfléchir en commun. La deuxième des choses, c'est que la presse algérienne, il faut le savoir, elle n'est pas née libre. La presse algérienne est née avec la guerre d'indépendance et par la suite avec le parti unique, et donc un contrôle politique strict. On va de 1962, c'est-à-dire la date d'indépendance, jusqu'à 1988, la chute du parti unique. Là, il y a eu l'explosion, ce qu'on appelle un peu l'ouverture, un mot d'époque. Et donc, il y a eu la création de beaucoup de journaux indépendants, c'est-à-dire à capitaux privés. Et c'était l'âge d'or de la presse algérienne. Donc, on avait une presse arabophone et une presse francophone indépendante, privée, et une presse arabophone, des médias et francophones qui sont étatiques, c'est-à-dire publics. Généralement public en Algérie, ça signifie sous le contrôle direct du ministère de la Communication et du gouvernement, sinon des services et des polices diverses. Donc ce sont deux univers qui sont très différents. Pourquoi je précise ça? Parce que mon engagement dans la presse procède dès le début de ce que j'appelle un malentendu heureux, mais qui va être quand même à conséquence par la suite. On vient à la presse en Algérie parce qu'on est militant, c'est-à-dire on a des engagements en faveur de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, des droits de la femme, etc. Donc on a des convictions qui font que nous allons vers cette presse-là. On n'est pas des fonctionnaires de l'information réellement. L'avantage, c'est qu'on en acquiert une sorte de position militante et de légitimité qui fait que nous sommes interviewés par le reste du monde comme étant des militants, c'est-à-dire porteurs de convictions. Et le malentendu, c'est qu'on s'éloigne d'une manière ou d'une autre de l'exercice de l'information telle qu'elle peut exister d'une manière neutre. Donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'il faudrait voir un peu la presse algérienne telle qu'elle a existé avec les grands titres comme Al-Watan, etc. Moi, j'ai été recruté dans le quotidien d'Oran à l'âge de 24 ans pour une raison très simple. À l'époque, on tuait beaucoup de journalistes. On a perdu à peu près 100 et quelques journalistes assassinés durant la guerre civile. Beaucoup de journaux recrutés parce qu'ils avaient besoin de personnel, mais aussi beaucoup de journaux recrutés parce que beaucoup de journalistes étaient tués, s'exilaient ou démissionnaient. Donc on était dans cette situation-là. Moi, j'ai commencé très tôt, à l'âge de 24 ans, à faire de l'information généraliste, entre guillemets. Et du coup, dans ce phénomène de polarisation que vous avez déjà pu constater au début de votre carrière, et que vous avez pu constater également en France, puisque vous avez travaillé pour Le Point dès les années 2010, est-ce que vous pensez qu'on peut encore créer des espaces de discussion au-delà de ces différents camps polarisés qui peuvent émerger? Et est-ce que les médias sont toujours aujourd'hui des lieux de rencontre ou pas? C'est une question qui se pose, je pense, à tout un chacun dans notre métier. C'est de savoir qu'est-ce que nous faisons, quel est notre métier réellement dans un monde polarisé, comme vous le dites. Quand vous êtes un journaliste engagé dans ce métier par conviction, comme je le précisais, vous êtes déjà soumis à cette polarisation. D'un côté, la conviction militante, qui est tout à fait légitime,
et qui est historiquement justifié, et d'un autre côté, le devoir d'information. Ce sont deux choses auxquelles j'ai été confronté avec le temps. J'ai été éditorialiste, j'ai été rédacteur en chef, et se posaient pour nous à l'époque des questions d'ordre éthique. J'en parle par exemple dans le dernier roman, mais c'est une réalité. Par exemple, les chiffres des massacres en Algérie. Est-ce qu'il fallait donner les vrais chiffres ou est-ce qu'il fallait taire les vrais chiffres? Parce qu'à chaque réunion de rédaction en fin de journée, nous avions 3 chiffres quand il y avait un massacre. Je donne cet exemple. Nous avions le chiffre communiqué par les groupes armés eux-mêmes. Nous avions le chiffre communiqué par l'agence officielle, c'est-à-dire c'est le chiffre autorisé à la publication, et nous avions les chiffres récoltés auprès des morgues, des cimetières et par récolte d'informations sur le terrain. La question éthique était, si on donne le vrai chiffre du massacre, est-ce qu'on ne participe pas à l'effet de terreur des groupes armés? Et l'autre question, si on tait le vrai chiffre, comme il nous était demandé à l'époque, est-ce qu'on ne participe pas justement à la désinformation? Et donc ça pose un vrai problème moral et éthique pour le journaliste. Et nous avions, selon les tendances, les journalistes qui sont ici savent que les rédactions ne sont pas figées, il y a des flux, des reflux, parfois on donnait le vrai chiffre, parfois on l'escamotait, parfois on montait. Et c'est la réalité, on montait. Je me rappelle d'une fois où j'avais rapporté ça dans Ori, où un chef de groupe terroriste a fait une mise au point en rédaction en disant qu'il ne s'agit pas de 31 morts, mais de 43, par exemple. Donc ils tenaient aussi à leurs chiffres de terreur. Ça, c'est la première polarisation pour moi. La deuxième, c'est la plus compliquée, c'est que lorsque vous devenez un journaliste qui écrit à la fois dans les médias algériens et aussi en Occident, vous êtes soumis, et c'est un problème que j'ai eu à réfléchir pendant longtemps, et il n'a pas de bonne solution. C'est que, est-ce que ce que vous dites dans votre propre pays, de critique sociale, de critique par le fait de votre environnement, est-ce que cette critique, lorsque le texte est publié dans un organisme ou un média étranger, est-ce qu'il ne prend pas un autre sens? Et à partir de ce moment-là, est-ce que vous êtes responsable de l'interprétation de vos écrits? Et c'est un problème qui s'est posé pour moi en 2016, par exemple. Je commençais à être connu dans le monde, mes articles étaient repris et j'avais un gros problème moral. Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois participer à une sorte d'excès de prudence éditoriale en Occident en taisant les réalités algériennes, ou est-ce que je dois parler des réalités algériennes, quitte à être surinterprété par des médias étrangers? Et c'est un vrai problème moral. Je n'ai pas eu de solution. J'ai arrêté de faire de la chronique pendant à peu près 1 an parce que je n'avais pas de solution à ce problème-là. Si vous êtes comme moi un enfant de la guerre civile, votre perception de l'islamisme, par exemple, elle est conditionnée par ce que vous avez vécu. Vous ne pouvez pas le récuser au nom d'une hiérarchie des priorités politiques ailleurs que les vôtres. Je ne peux pas taire ma douleur, ne pas parler de l'enjeu de ma fille qui a 14 ans face à la montée de l'islamisme au nom de l'islamophobie en France, par exemple. Mais en même temps, est-ce que mon discours ici ou ailleurs ne va pas être utilisé dans des récupérations politiques, etc. C'est un problème de polarisation auquel je suis soumis depuis des années et qui n'a pas de solution parfaite et qui pose aussi un problème moral. Alors, vous allez me poser fatalement la question, comment vous faites? J'opte pour une valeur morale, c'est celle de la bonne foi. Quand il s'agit d'un fait, j'écris et je donne mon opinion sur ce fait-là en fonction de mon vécu que je ne récuse pas, mais aussi en fonction de ma nouvelle lucidité dans des environnements qui sont nouveaux pour moi et qui sont étrangers. Bien entendu, ça n'obéit pas au système de viralisation. J'ai remarqué que mes écrits, par exemple, un courant politique viralise une partie de ce que je dis. Un autre courant politique viralise une autre partie de ce que je dis, alors que j'essaie d'être pas dans la nuance, mais essaie dans la complexité de la réalité. Et justement, je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Vous parlez de ces 2 camps. Et est-ce que votre prise de parole dans les médias, justement, vous permettent de faire rencontrer ces 2 camps? Et est-ce que vous souhaitez faire rencontrer ces 2 camps ou ce n'est pas cela qui vous intéresse? Tout à fait, sinon je ne ferai pas ce métier-là. Je garde espoir dans le fait qu'il y a quand même 2 choses qui peuvent nous sauver, c'est la constance et la lucidité, et la réflexion humaine et ouverte sur nos réalités. Ce que j'ai appris de l'âge d'or de la presse algérienne,
c'est que la conviction est essentielle pour faire notre métier. On ne peut pas travailler, par exemple, quand vous êtes algérien, je sortais de chez moi à 10h du matin pour revenir à 23h, 6 jours sur 7, dans des conditions de sécurité affreuses, pour des salaires de misère, etc. On ne peut pas faire ce métier parce qu'il est récompensé matériellement. Je le comprends ici en France, mais de l'autre côté, ça a été un enfer pour nous. Et donc, vous avez besoin de conviction. Mais en Algérie, j'ai vu comment ce droit à la conviction, ce droit à la légitimité militante a fini par rendre myope les médias algériens face à la complexité de leur pays. Quand, je vous donne un exemple entre mille, et je peux en citer pendant des heures, quand il y a eu le soulèvement du 22 février 2019 en Algérie, je me rappelle très bien que pendant 3 mois, il y avait beaucoup de manifestants, mais au bout de 3 mois, il y avait une bonne partie de la population qui ne voulait plus manifester, non pas parce qu'elle soutenait le régime, mais elle n'arrivait plus à déchiffrer ce que veulent les contestataires. Et moi, je suis quelqu'un qui a constaté que, c'est triste de le dire, mais c'est la réalité, qu'entre la sécurité et la liberté, beaucoup de gens préfèrent la sécurité. Et donc, à un moment, je me rappelle avec le directeur de mon propre journal Liberté à l'époque, où je lui dis pourquoi on ne fait pas des reportages sur les gens qui ne manifestent plus, tout simplement. Eh bien, je peux vous affirmer maintenant que la totalité quasiment de la rédaction a refusé de faire des reportages sur les gens qui ne marchent pas, parce que cela ne correspond pas à une sorte de doxa et de mythologie d'une Algérie en soulèvement contre le régime. Cela m'a posé un gros problème, d'autant plus que j'ai eu une expérience d'open-ed avec New York Times, par exemple, où quand même l'opinion par rapport à l'information sont distinctement signifiées. Vous ne pouvez pas faire de l'opinion et de l'information dans un même article. Et donc en Algérie, on avait ce problème-là qui fait que cet excès de militantisme a fini par être nuisible par la suite. C'est-à-dire, il dessert l'information qui est un droit du lecteur ou du client, entre guillemets. C'est lui qui doit se faire son opinion. Je suis arrivé à cette conclusion-là maintenant que nous avons un chemin de crête à maintenir entre le droit à la légitimité, le droit à la conviction, mais le devoir d'information. Et ce que nous discutons depuis un moment, depuis quelques années, et je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai écouté, c'est que ce distinguo entre conviction et devoir d'information vis-à-vis du lecteur, je pense que c'est quelque chose à surveiller avec beaucoup de précautions. Nous y perdrons quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire la légitimité vis-à-vis de nos lecteurs. Et alors justement, vous parlez de conviction, d'information, de vérité, de neutralité, d'interprétation dans tout ça. Et dans une lettre que vous avez écrite à un étudiant anonyme publiée en novembre, vous avez marqué « Votre passion provient de vous, vous admettrez que la vérité n'est pas humaine, que l'autre en face de vous possède des raisons différentes, qui procèdent d'une histoire différente, de la mémoire de chacun. » C'est un petit peu ce que vous nous disiez sur aussi votre vécu de la guerre civile et ainsi de suite. Mais vous parlez finalement de la vérité là-bas dans ce texte comme d'un souvenir éteint. Est-ce que vous considérez qu'on doit admettre qu'il y a une pluralité de vérités qui découle du vécu de chacun ? Dans ce cas-là, comment est-ce que ça s'articule finalement avec la légitimité du journaliste ? Très difficile, parce que là, on parle de 2 registres de discours qui sont différents. Là, je m'adressais à un étudiant, parce que j'ai des magnifiques étudiants à Sciences Po, et avec tout ce qui s'est passé, qui me posaient des questions. Et j'ai essayé toujours de leur expliquer qu'il ne suffit pas d'avoir raison, il faudrait le déplier dans le raisonnable. Si le but est de me convaincre moi-même, j'ai besoin d'écouter votre raison et qu'elle soit raisonnable et argumentée. Maintenant, si le but est de crier pour dire que vous avez raison, c'est une rupture de dialogue. Cela ne me sert pas et ne vous sert pas. Il ne sert pas à la cause qui est défendue. Là, on parle de quelque chose de l'ordre du débat, de la possibilité de s'exprimer, de la légitimité d'avoir une position passionnelle et passionnée. On a droit à nos passions. Nous ne serons pas là, nous ne faisons pas ce métier pas uniquement parce que nous sommes payés, parce que nous y croyons et nous avons des convictions. Et j'en sais un bout, non pas parce que je suis le meilleur ou le pire, c'est juste parce que j'ai perdu des amis à cause de ces convictions-là, parce qu'ils avaient ces convictions-là. Donc je sais quel est le coût de la passion journalistique et de la passion d'informer. Je suis bien placé pour en parler. Mais d'un autre côté, mon but, depuis toujours, ça a été aussi de me faire écouter, de déplier un raisonnement, d'écouter l'autre, de comprendre quel est le sens de sa radicalité. Pourquoi il met autant de passion? Quelle est sa blessure intime? D'où procède son feu pour pouvoir le partager et pour pouvoir le comprendre?
J'ai toujours compris qu'il ne suffit pas d'avoir raison, encore faut-il gagner les esprits des autres. Ça, c'est à ce niveau-là. Maintenant, au niveau journalistique, moi, j'ai pratiqué un journalisme hybride, pour des raisons très simples. La plupart des journalistes algériens, quasiment tous, n'ont pas été formés aux écoles de journalisme, nous n'en avions quasiment pas. Et le régime contrôlait la seule école, c'était pour les attachés de presse et ce qu'on appelle la communication institutionnelle. Le reste, ce sont des jeunes comme vous, comme beaucoup ici, qui ont commencé à l'âge de 17 ans pendant la guerre civile et qui ont fait leurs armes sur place. Pour faire cela, nous avons besoin de conviction, nous avons besoin de feu, nous avons besoin de passion pour pouvoir le faire. Donc c'est quelque chose qui est essentiel. Mais toujours est-il, je me méfie d'un point de vue humain de celui, y compris moi-même, qui voudrait avoir toujours raison. Vouloir avoir toujours raison, ça cache une faiblesse, ça cache une faille dans le raisonnement, ça cache un doute sur ses propres convictions. Notre métier, c'est celui d'informer, c'est celui d'écouter, c'est celui de déplier. Et c'est ce qui parfois me désole, c'est qu'on n'arrive pas à dépasser un peu ce biais de la conviction aussi. Je vous donne un exemple très rapide. Quand il y a des ruptures politiques en Algérie ou dans le monde arabe, on voit toujours les journalistes occidentaux débarquer. Et on les voit toujours s'agiter dans les mêmes malentendus et dans les mêmes enfermements. Alors, ils arrivent, les journalistes étrangers, je suis désolé d'être trash, c'est le journaliste qui parle, ils arrivent toujours vers la capitale. C'est-à-dire, le reste du pays leur est inaccessible dans sa complexité, que ce soit au Caire, en Tunisie, en Algérie. Le deuxième handicap, c'est la langue. Il n'y a pas de maîtrise de la langue arabe. Ce qui fait, quand on arrive, on a une clientèle de gens qui ont été recommandés, et ce sont les mêmes sources que l'on retrouve dans plusieurs papiers sur plusieurs années. Et ça nous frappe quand on est quelqu'un d'autochtone sur place. Et le troisième biais, c'est la difficulté de bouger physiquement, d'aller ailleurs, et donc le temps. Généralement, les régimes durs accordent un visa de 3-4 jours pour les journalistes, et ils ne laissent pas sortir du petit cercle immédiat des informateurs. On repart de ce pays-là, touché par une rupture politique, on repart avec beaucoup de malentendus et de méconnaissances qui se perpétuent par la suite et qui induisent une vision totalement faussée sur ce qui se passe réellement dans ce pays. Nous l'avons vu avec les printemps arabes, nous l'avons vu avec les ruptures politiques en Algérie, en Tunisie, en Maroc, en Égypte. C'est quelque chose qui participe du malentendu, d'autant plus que je finis sur ça, que très souvent, cette méconnaissance qui est automatisée, qui est involontaire, elle sert au discours de propagande de l'autre côté en disant « Regardez, ils ne veulent même pas vous comprendre, ils ne savent rien de vous, ils vous méprisent ». Et leurs informations, leurs instruments d'information font partie du vaste complot occidental des gens qui veulent vous transformer sans vous écouter. Et justement, comment on peut s'extraire de tous ces biais? Comment peut-on écrire sans polariser davantage son lectorat, vu que vous écrivez et d'ailleurs, vous avez un style d'écriture parfois très direct. Comment vous le conciliez, ce style d'écriture, avec la nécessité justement de ne pas alimenter inutilement la polarisation? Je suis quelqu'un qui fait des éditoriaux et c'est un genre qui existait en France mais qui existe beaucoup moins maintenant, c'est la chronique. Dans un média algérien, dans un journal algérien, on avait l'éditorial qui exprime le point de vue de la rédaction et du journal, et on avait des chroniques. Et les chroniques étaient une sorte d'espace d'insolence, d'exercice de style, de vision sur la réalité, de moquerie, de rire, d'extravagance, de radicalité aussi. Et ça plaisait énormément parce que dans cette sorte de casting journalistique, on était 4 chroniqueurs à être très très lus en Algérie pour cet aspect-là. Et c'est vrai que lorsqu'on transfère cet aspect vers les champs éditoriaux français, par exemple, ça ne colle pas. Les gens n'arrivent pas à décoder. La chronique algérienne est née comme une sorte d'exercice de Dazibaou, où vous écrivez, comme de la caricature un peu écrite, où on va dans tous les sens, on va vers l'excès, on va vers la métaphore, l'exercice de style, et ça plaisait énormément. La chronique était, je ne parle pas uniquement de la mienne, celle de Chouari Ammari, de Sidi Ahmed Samian et d'autres, elles étaient, mais vous ne pouvez pas imaginer, je veux dire, extrêmement lues. Donc c'est un exercice qui est un peu différent. J'ai perdu le début de la question, pardon. Je vous demandais en fait comment on pouvait écrire sans polariser davantage son lectorat, et justement vous parlez de la chronique où vous incarnez, comment vous réussissez à vous positionner justement dans cet exercice
qui s'apparente plus à du journalisme d'opinion pour ne pas contribuer à cette polarisation et ces camps qui ne se regardent plus? Très difficile. On ne maîtrise pas l'interprétation chez les autres. Ça, c'est une conclusion que j'ai tirée il y a quelques années. Il est très difficile le mieux pour moi, c'est de déplier mon raisonnement, d'être honnête, d'être sincère et d'exprimer même les fragilités de mon propre raisonnement. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que le message soit lu et l'open-ed, enfin la chronique soit lue. Mais rêver à une solution parfaite où vous échappez aux interprétations, je ne pense pas que ce soit possible. C'est quelque chose de totalement... Moi, je pense que le meilleur exercice, c'est d'être conscient et d'avouer ses propres biais. C'est un contrat d'honnêteté au minima vis-à-vis du lecteur. Moi, je parle d'islamisme et je le dis, je suis marqué par une guerre civile atroce. Et je ne peux pas l'oublier. Je l'assume, j'ai tendance à la voir venir un peu partout. C'est un travers, c'est un biais. Mais c'est aussi la vie de Kamal Daoud. Je ne peux pas la jeter à la poubelle. Et est-ce que vous pensez que donc, avec ces chroniques, il faille parler en fait de son opinion personnelle pour réussir à impliquer aussi son lectorat? Enfin, il y a toute cette question aussi dans le journalisme de comment faire lire, de comment parler aux lecteurs, faire en sorte qu'ils se sentent concernés, que ce soit pour s'identifier, s'opposer ou juste s'intéresser et humaniser le journaliste. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce besoin de chronique et d'exprimer son opinion personnelle, d'où on parle, pour impliquer le lecteur? Je pense que oui, on se le permet dans les dîners, les conversations, quand on prend un apéro, tout le monde revendique une subjectivité, et je pense qu'un contrat d'honnêteté intellectuelle voudrait que l'on écrive aussi ces choses-là, d'un point de vue de sa propre subjectivité. Je pense ça aussi, ça dépend aussi du journal, de la maquette du journal, de l'espace que l'on donne et de la clause que l'on fixe avec les lecteurs. Si dès le début, tout le monde sait que Kamal Daoud écrit une chronique qui s'appelle « Mon avis et votre avis », et que c'est un espace d'insolence, c'est un espace d'expression quasiment littéraire, c'est une sorte de billet vers la fin du 19e siècle, etc., les clauses sont claires dès le début. Donc c'est quelque chose qui est admis, qui est contractualisé vis-à-vis du lecteur et à laquelle il peut répondre. On s'adresse aussi à une subjectivité, on ne s'adresse pas aussi seulement à des militants. Moi, je pense que j'ai pratiqué ce métier-là avec cette idée-là, qu'il faut être honnête, et qu'il faut dire ce que l'on pense, et que la clause, le contrat soit explicite dès le début. Justement, un de vos collègues, Amin Malouf, également écrivain, dénonce notamment les réseaux sociaux qui, au lieu d'exprimer la diversité, conduisent à amplifier l'opinion dominante. D'autres dénoncent ceux qu'on entend beaucoup mais qui n'ont rien à dire. Et dans tout ce vacarme, manque-t-on aujourd'hui de boussole morale comme pouvait l'être Albert Camus? Vous avez déjà répondu en parlant de la nécessité d'une conviction. Est-ce que Albert Camus est également pour vous une boussole morale, en sachant que votre premier roman qui a reçu le prix Goncourt du lycéen était une vision alternative de son ouvrage L'étranger? Camus a été un modèle au-delà de l'écrivain, il a été aussi un modèle pour moi comme éditorialiste. J'en porte les stigmates, ou lui porte les stigmates de l'écriture méditerranéenne, c'est-à-dire c'est une écriture de conviction, c'est-à-dire là où on mise sa conviction. Moi je crois au texte où je parie mon corps. Moi je ne crois pas aux convictions, au combat où on ne parie pas son corps. Là où on parie son corps, ça veut dire qu'on pose véritablement le terme du débat, avec 1000 précautions. Pour Camus, c'est quelqu'un qui a été quand même déchiré, laminé par le manque de nuances de son époque. On est bien avant les réseaux sociaux, mais c'est la même chose. Sauf que maintenant, c'est accentué avec les réseaux sociaux et que ce droit, moi je n'aime pas le mot vérité, mais ce droit à la conviction, ce droit d'exposer la conviction, d'être clair et d'être de bonne foi dans l'expression de ses convictions est un droit qui est difficile à défendre. C'est un chemin de crête. Camus, on a souffert avec la guerre d'Algérie, avec les positionnements en France, avec le goulag, avec la dénonciation de ce qui se passait de l'autre côté du mur, enfin beaucoup de choses. Je le relis maintenant, mais je relis aussi d'autres écrivains. Alors, je relis Orhan Pamuk avec autre couleur et on se retrouve peut-être dans la même situation, à toute proportion gardée pour ma petite personne, c'est qu'il est difficile un peu de maintenir ce droit de précarité, ce droit de subjectivité à notre époque. Personnellement, moi j'observe une petite hygiène numérique. J'évite les réseaux sociaux, tout simplement.
Pour une raison très simple. Ce n'est pas parce que c'est chronophage uniquement, ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui vous pousse à une radicalité d'une manière ou d'une autre. C'est que j'ai découvert très tôt en tant que chroniqueur que le recours aux réseaux sociaux détruit mon autonomie de réflexion. Quand vous êtes chroniqueur comme moi, et que, bon, à l'époque, je devais trouver 1 à 2 sujets par jour pour des chroniques, j'en faisais beaucoup, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous finissez par être enfermé dans la logique des réseaux sociaux. C'est-à-dire la hiérarchie des thèmes, elle devient celle des réseaux sociaux, et non pas celle de votre réflexion. Et la destruction de l'autonomie de réflexion fait en sorte qu'au bout de 2 mois, je me suis retrouvé à écrire des chroniques en réaction à des flux sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai perdu l'autonomie de réflexion. Et moi qui trouve de la vanité à croire que je suis un homme plus ou moins indépendant, je me suis retrouvé à écrire des textes pour réagir aux réseaux sociaux. D'où ma décision, il y a quelques années, d'interrompre. Je réagis par rapport à ce que je lis, revues, je regarde les médias, j'ai un seul fil Twitter, c'est pour relancer mes textes, mais par la suite, j'essaie de préserver une autonomie de réflexion. Pourquoi ce thème-là? Parce que malheureusement, et vous le savez, que c'est cette proximité avec les réseaux sociaux qui a détruit l'autonomie de réflexion des éditorialistes, mais aussi de beaucoup de médias. La plupart des médias maintenant ont une tendance dangereuse à être dans une sorte de position satellite vis-à-vis d'un centre de pouvoir et de décision éditoriale qui est celui du réseau social. C'est le réseau social qui pose le là. Par la suite, les médias réagissent en fonction de cette culture-là. Et moi, je pense que c'est une erreur. Nous lisons dans la presse, nous voulons le temps long, nous voulons de la réflexion, nous voulons de l'autonomie. Nous ne voulons pas une réaction qui soit celle indexée et annexée aux réseaux sociaux. Je sais que c'est un vœu pieux. Je pense qu'il faut résister dans ce sens-là. Alors, vous revendiquez votre droit à défendre vos convictions dans les chroniques et à avoir cette approche qui intègre vérité et votre propre vérité, votre point de vue dans votre travail. Ça implique finalement d'affirmer son point de vue et on pourrait pourtant penser que la polarisation, ça commence par un trop-plein d'affirmations, par l'absence de moments de recul, de questions et ainsi de suite. Est-ce que vous le voyez comme ça? Est-ce que vous pensez que la polarisation commence par un trop-plein d'informations? Et si oui, comment vous, en tant que journaliste et chroniqueur, vous vous positionnez par rapport à ça? Je ne pense pas que ce soit par un trop-plein de convictions. Je pense que c'est par l'incapacité d'écouter le raisonnement de l'autre. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on procède avec la notion de vérité au lieu qu'avec la notion d'exactitude, on perd. Moralement, moi, un article qui part sur cette base-là, je ne le lis plus jusqu'à la fin. Il ne m'intéresse pas. Parce que ce que je veux voir, c'est votre raisonnement déplié, les raisons de votre raisonnement et surtout vos interrogations. Parce que vous ne pouvez pas résoudre un problème en une chronique ou un texte. Ça finit toujours sur une interrogation sur les limites de votre raisonnement. C'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est votre chemin pour raisonner et pour comprendre et comment vous le partagez. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas vos conclusions, parce que vos conclusions ne peuvent pas être la vérité. Et si vous prétendez que vos conclusions sont la vérité, vous vous trompez de métier. Je pense qu'il faut aller vers la religion. Et justement, à ce propos, la violence de certaines de vos prises de position, l'explication de votre raisonnement, en tout cas, comme vous l'expliquez, notamment sur la religion, vous a-t-elle amené à repenser justement, à présenter différemment votre système de pensée? Et est-ce que aujourd'hui, il est plus difficile de ne pas avoir une posture polarisée? Et est-ce qu'il y a des sujets que vous abordez différemment aujourd'hui par rapport à vos débuts, où vous gardez une certaine continuité dans la manière d'aborder? Je n'aime pas le mot violence. Je n'ai pas de violence dans mes propos. J'ai de la passion. Je parlais plutôt des réactions à vos propos. Ah, d'accord. La violence. D'accord, j'avais mal compris. Désolé. Je vous l'ai dit au début, à un moment, j'ai pris une décision sur un principe de base, être de bonne foi. Donc, j'écris et je dis ce que je pense. J'essaie de déplier mon raisonnement encore une fois. Maintenant, les réactions, elles sont là. Vous savez, quand vous êtes un peu dans ma position, c'est-à-dire vous êtes francophone et arabophone, vous êtes attendu par les deux radicalités. Vous êtes algérien et vous êtes français. Vous êtes attendu par 2 autres. On est à 4. Si vous êtes écrivain et vous êtes journaliste, vous êtes attendu par 6. Si vous continuez et vous êtes quelqu'un qui a vécu la guerre civile, mais qui se méfie aussi de la montée des islamophobies diverses, vous êtes à 8 d'adversité.
Et je peux continuer. Si vous êtes quelqu'un qui défend son droit d'être une subjectivité et face à tout le monde, de tous les bords politiques, vous avez tous les bords politiques qui ne comprennent pas que vous ne soyez pas un militant. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a de la difficulté, il y a de... Je n'ai pas envie de parler de souffrance, mais il y a de la douleur parfois à assumer ce genre de position, mais je ne peux pas y échapper. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je ne peux pas dire que je suis exclusivement français et pas algérien, ou je suis algérien et pas français. Je ne peux pas dire que je ne suis pas bilingue, j'écris en arabe. Et j'aime cette langue. Je ne peux pas dire que je n'aime pas la langue française, j'adore, je vénère cette langue et j'écris en français. Je suis ainsi, je suis piégé ainsi. C'est ce qui fait à la fois un lieu, pour moi, un corps de douleur, mais aussi une occasion inespérée de lucidité. J'écris dans les journaux français, beaucoup de gens me disent « vous avez le point de vue qui vient de l'extérieur ». J'écris sur les miens, et c'est très mal pris parfois, parce que j'ai justement le point de vue extérieur. C'est ainsi. Mais donc, vous diriez que le fait d'avoir cette double culture, cette double langue, ça amène nécessairement à la polarisation de votre lectorat? Totalement. Totalement. Pas de lectorat. Je ne pense pas et je ne confonds pas, encore une fois, des minorités par rapport à la majorité. Je suis quelqu'un qui est hors des réseaux sociaux et je crois au monde réel. Si vous voyez les réactions, elles sont très dures, elles sont radicales par fonctionnement des réseaux sociaux. Il ne faut pas qu'elle induise l'idée que c'est toute l'opinion, ce n'est pas à vous que je vais dire ça, que c'est toute l'opinion qui est comme ça. Ce que j'écris, les gens me voient dans la rue, ils sont d'accord, la plupart, ou ils sont d'accord non pas sur le raisonnement, mais sur le fait que j'ai le droit de le dire, et ainsi de suite. Maintenant, les sphères de jugement, ce sont les sphères des réseaux sociaux. Moi, je ne souscris pas à ce genre de tribunaux, ça ne m'intéresse pas. Je ne leur offre ni ma réaction, ni mon autonomie de réflexion. Je reste en dehors, ce ne sont pas mes clients, entre guillemets, ce ne sont pas mes lecteurs, et ce sont des gens qui ont des convictions fermées, ça ne sert à rien d'écrire ou de ne pas écrire. Maintenant, pour le reste, encore une fois, moi j'ai écrit des chroniques très dures contre les miens, par amour. Mais quand vous voyez ces mêmes textes, par exemple, qui ont été publiés par des blogs d'extrême droite en Allemagne, et que ça a réenclenché dans l'autre sens une sorte de jugement sur mes propres convictions, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre sinon soit continuer à écrire, soit arrêter d'écrire, tout simplement. Il n'y a pas d'autre voie. Vous avez douté de votre conviction? Est-ce que ça s'érode? Est-ce que ça s'abîme? Ou est-ce que ça se renforce au fil du temps? Et si vous avez douté, à quel moment et dans quelle proportion? J'ai toujours douté, j'ai toujours mal au ventre quand j'écris le moindre petit mot. Ça fait 20 ans que j'écris des chroniques, ça fait 20 ans que j'exerce ce métier, ça fait 20 ans que je peux vous dire que j'ai eu des moments où j'écrivais jusqu'à 3-4 chroniques par jour. Et j'écris toujours avec cette sensation physique que c'est la première fois. Chaque mot m'est important. Chaque mot, je l'arrache à moi-même. Chaque mot, je le soupèse. Je ne suis pas un polémiste. Je suis juste quelqu'un qui essaye d'exprimer son droit de vie et d'opinion. Et il y a eu beaucoup de moments où j'ai douté. Il y a eu des moments. Quand vous écrivez des choses sur je vous donne des exemples, sur la misère sexuelle dans le monde arabe. C'est une tribune que j'ai publiée dans le New York Times d'abord, et que vous rencontrez des intellectuels pairs qui vous disent « Monsieur Daoud, ce que vous avez écrit, on sait que c'est vrai, mais il ne fallait pas l'écrire chez eux. » C'est une phrase fétiche qu'on me répète tout le temps. L'impératif de la censure communautaire est toujours là. Il ne fallait pas l'écrire chez eux. Vous pouviez l'écrire chez nous, mais pas de l'autre côté. Et ça dépend aussi le papier sur Colony. Il m'a été suggéré par le papier lui-même, parce que j'étais chroniqueur dans la Repubblica. Il m'a dit « Monsieur Daoud, il se passe ceci, est-ce que vous êtes intéressé ?» Je fais une chronique. L'article paraît dans la Repubblica, il ne provoque pas de réaction. Il est republié par un journal suisse, allemand et anglais, je crois, je ne suis pas sûr. Il ne provoque pas de réaction. 2 mois après, il est acheté par Le Monde, et Le Monde le publie, et ça devient une explosion. Cela en dit beaucoup plus sur l'état, la topographie politique de la France que sur moi-même. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai qu'il y a des moments de doute, mais je puise ma conviction dans le fait que, puisque je suis vivant, j'ai droit justement au doute, à l'erreur, au malentendu et à la conviction. La seule chose dont je me méfie jusqu'à la fin, c'est la vérité. Mais alors justement, je vois qu'il y a tout un questionnement que vous avez sur la vérité.
Est-ce que vous considérez que c'est quelque chose d'inaccessible? Et est-ce qu'à ce moment-là, on est finalement parce qu'on l'entend beaucoup, est-ce qu'on est dans l'ère de la post-vérité? Enfin, quel devient le rôle du journalisme dans ce cas-là? Oui, on est dans l'ère de la post-vérité parce que la puissance de frappe des réseaux ne nous laisse pas le temps. L'information chaude est morte pour nous dans la presse. C'est les réseaux sociaux qui sont accaparés. Il nous reste le froid, entre guillemets. Donc ça, c'est une conviction. Moi, je crois au travail de fourmi. J'ai rencontré des étudiants en journalisme l'année passée et on parlait un peu de comment couvrir, par exemple, des élections en Algérie. On sait très bien ce que valent les élections dans certains systèmes politiques, on ne va pas revenir là-dessus. Et le journaliste, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il arrive de Paris, il va à Alger, il rencontre des militants qui sont connus, ils vont l'intoxiquer, entre guillemets, je ne le dis pas dans le sens jugement moral, mais ils ont des convictions et ils les défendent, ce qui est tout à fait légitime, mais ils donnent une image biaisée. Et donc on repart avec l'idée que, puisqu'on a rencontré 5 progressistes démocrates, on croit que l'Algérie a un vivier de progressistes démocrates capables de peser sur la réalité. La réalité étant que la majorité est conservatrice, populiste et islamisée à l'extrême. Et quelqu'un m'a posé la question, mais monsieur Daoud, j'arrive à Alger, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour avoir de l'information pour faire mon article? Moi, je pars généralement vers les choses les plus petites. J'ai dit, au lieu d'aller interviewer des militants, allez interviewer un imprimeur. Un imprimeur vous donnera exactement le topo sur la topographie politique d'Alger au moment X. Parce que c'est lui qui imprime les affiches et il va imprimer les affiches en fonction du poids politique de chacun et financier de chacun. Il sait il peut vous raconter la pression des polices secrètes sur il ne faut pas imprimer ou il faut, entre guillemets, bazarder les affiches de X et de Y. Et vous allez, à partir d'un simple imprimeur à Alger d'affiches électorales, avoir une meilleure vue sur les enjeux électoraux d'une élection en Algérie. Vous pouvez, bien sûr, le classique, et qui marche toujours, malheureusement, depuis Staline, c'est le chauffeur de taxi. Là, vous l'avez. Le coiffeur, ça marche très très bien. Ce sont ce que j'appelle moi les vies qu'on appellerait les témoignages, les sources minuscules. C'est elles qui donnent le meilleur topo pour l'accès à l'information, mais en toute prudence. Ça ne veut pas dire que, parce que là on est dans un monde polarisé, demain ça sera Kamel Daoud accuse tous les militants progressistes algériens d'être des menteurs. Non, ce n'est pas ça. C'est que je dis qu'il faut être conscient des biais et des limites de notre métier quand on y va. Quand vous allez être logé dans un hôtel qui est surveillé, et que vous ne pouvez pas bouger de cet hôtel-là, sauf vers la clientèle de l'ambassade française, il faudrait le raconter, il faudrait le dire, et il faudrait avouer que ça limite la perspective et la réflexion ou la couverture sur des élections en Algérie. Parce que c'est ce que j'essaie de transmettre à chaque fois. Partir du réel, partir des témoins enclavés qui ne sont pas surveillés, partir des vies, entre guillemets, minuscules, sans jugement de valeur, partir de la réalité. Et essayer, encore une fois, de dire que nous ne pouvons pas avoir accès. J'ai rarement lu un reporter venu couvrir ce qui se passe en Algérie et qui avoue qu'il n'a pas pu quitter les 2 centres hyper-urbains d'Alger. Il faudrait le dire. Il faudrait que l'on dise que le fait de ne pas pouvoir informer est une information en soi. Le fait d'être limité et entravé dans ses déplacements, c'est une information en soi. Elle permet au lecteur d'avoir une vue plus réelle de ce qui lui est raconté. C'est ce que j'essaie de dire à chaque fois. Ce n'est pas du grand journalisme, c'est du journalisme honnête. Votre histoire personnelle a été longtemps et l'est encore aujourd'hui assez liée à la question de la religion, qui est un acteur aussi de toutes les questions autour justement de la vérité, du rapport au réel. En France, comme en Algérie, la question de la place de l'islam dans la société est presque devenue impossible à aborder. Pourquoi, selon vous? Et à votre avis, est-ce que c'est le propre de toute thématique religieuse de manière générale, ou bien est-ce qu'il y a une spécificité liée à l'islam? J'ai vu très peu de débats sur la religion en France. Par contre, j'en ai vu, si vous voulez parler, très peu de débats sur l'islam. Par contre, sur l'islamisme, je fais le distinguo absolu. La religion, c'est un droit pour chacun, c'est un devoir pour certains, c'est un choix intime, c'est une belle aventure, c'est une métaphysique, ça peut être un dessein, ça peut être une vie, ça peut être une illumination. Chacun a le droit de... Moi, je ne parle jamais de religion. Par contre, l'usage politique que l'on fait d'une religion pour des stratégies de prise de pouvoir, ça, c'est quelque chose qui nous concerne tous, parce que l'enjeu, c'est justement notre liberté. Ça n'a rien à voir. L'enjeu n'est pas la croyance, la confusion, elle est là. Moi, j'estime, pour l'avoir payé, j'ai le droit de parler d'islamisme.
j'ai fait une conférence un jour dans une ville en Kabylie et j'ai été très clair sur cette question. J'ai dit, celui qui a l'acte de propriété de l'islam, il me le montre et je n'en discuterai plus jamais. Mais puisque personne n'a l'acte de propriété d'une religion, elle m'appartient aussi. Elle conditionne ma vie, elle m'a coûté, elle a coûté à des gens autour de moi, et ceux qui en parlent, ceux qui la privatisent, n'ont pas plus de légitimité, ni moins de légitimité que moi pour en parler. J'estime que j'ai ce droit-là. Et en France, je pense que nous avons subi une situation qui justement empêche la réflexion sur l'islamisme au nom de deux grands verrous. D'abord le décolonial qui n'a pas été assumé, et la deuxième des choses, c'est la culpabilité. On croit qu'on peut s'appeler François et parler de bouddhisme, mais on ne peut pas s'appeler François et parler d'islam. Parce qu'il y a une sorte d'inhibition et d'entrave à la réflexion. Moi, j'estime que c'est un sujet français, il n'est pas exogène, il existe maintenant un euro-islamisme, il existe un enjeu de liberté, il existe un enjeu de protection pour les musulmans, parce qu'il faut protéger les musulmans contre les islamistes. Il existe un enjeu d'islamophobie. Les islamistes, pour moi, sont des islamophobes qui tuent les musulmans, et nous avons été massacrés par eux. Et donc, il y a un droit de réflexion, et il y a un droit de réflexion sans animosité, sans exclusion, sans racisme. Il est impératif, si la France veut gagner, il est impératif qu'elle gagne ses musulmans, sinon les islamistes vont les gagner de l'autre côté. L'enjeu, il est là. Et donc, moi, j'estime que c'est un droit, c'est un devoir, c'est une liberté, c'est un sujet de respect, mais c'est un sujet vif et important à réfléchir maintenant. Si vous ne le faites pas, vous les élites, il y a d'autres personnes qui le font à votre place, mais à vos dépens et à votre coût. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut appliquer ce droit, pousser cette réflexion, l'amener dans les médias? Comment en faire des... On parlait d'espace de discussion tout à l'heure, de la possibilité de faire que les médias en soient. Et sachant que la religion, et encore plus peut-être le sujet de l'islamisme qui dépasse purement la question religieuse, sachant que la religion divise autant en France, vous disiez il y a énormément de problématiques qui font que aujourd'hui il est compliqué d'aborder ce sujet. Comment faire pour l'aborder sereinement et pour parler à tous et que ce soit pas simplement l'occasion pour les gens de se diviser? Depuis des années, j'ai observé qu'il y a un lien direct et automatique entre la méconnaissance et la radicalité. À partir du moment où l'on parle de quelque chose dont on ne connaît rien, on finit par en parler avec radicalité. Le gros problème ici, moi j'ai peut-être un avantage, c'est que je suis bilingue, je lis dans les deux langues. Le gros handicap, c'est qu'il n'y a pas d'accès au texte. Il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de va-et-vient. La maîtrise de la langue arabe n'est plus en France celle qu'a été des grands orientalistes fin 19e jusqu'au 20e siècle, par exemple. L'accès aux grands textes fondamentaux, aux grandes mystiques, aux grandes philosophies, aux grandes métaphysiques du monde musulman ne se fait plus. La méconnaissance, elle est catastrophique. La traduction ne fonctionne pas. Et je suis quelqu'un qui plaide pour la traduction dans les deux sens. Il existe. La culture musulmane, elle est très vaste, elle est merveilleuse, elle est riche. Elle n'est pas le voile et deux ou trois discours radicaux. C'est une civilisation entière. Et l'accès à ces textes-là, la discussion sur des textes plutôt que sur des opinions, le départ à partir d'un texte. Quand on fait un séminaire ou on fait un masterclass, on ne va pas aller dans tous les sens. On va prendre juste un texte, par exemple, discuter de ce que pensait un philosophe au XIIe siècle ou au XVIIe siècle. L'accès à ces textes-là, la vulgarisation, l'accès à cette culture-là, la traduction sont quelque chose d'important. Ce n'est pas un enjeu uniquement de connaissance, c'est un enjeu civilisationnel maintenant en France, c'est un enjeu de sécurité aussi, c'est un enjeu de république, de connaître aussi l'autre, et de se connaître aussi par le biais de l'autre. Et pour répondre concrètement à votre question, je pense qu'encourager les traductions, l'accès au texte, c'est la première des choses. Les fanatiques de toutes les religions s'installent surtout entre le croyant et le texte comme étant les seuls capables de l'interpréter. Nous le savons depuis Luther. Et à partir du moment où les textes sont accessibles à tout le monde, les castes qui vivent, qui sont les rentières de l'interprétation disparaissent. Ce n'est pas à vous en Occident que je vais raconter l'histoire des réformes religieuses. Mais l'accès au texte, l'accès à la traduction, la lecture, vous permettra à vous aussi de parler de cette magnifique civilisation sans vous sentir coupable ni de colonisation, ni de crimes contre l'humanité, ni de votre couleur de peau. Et est-ce que dans
volonté d'établir des passerelles. Est-ce que la littérature, puisque vous écrivez aussi, qui est une autre de vos activités professionnelles que le journalisme, qu'est-ce que la littérature en fait vous permet de plus que le journalisme? Qu'est-ce qu'elle vous offre de plus que le journalisme ne peut pas vous offrir? Le journalisme, c'est un métier d'information. Il a la prétention à la réponse. La littérature, c'est un métier d'interrogation. Il privilégie la question et l'émotion. Et la littérature, c'est ce qui raconte le mieux parfois la dictature, la perte de liberté. C'est pour ça que nous avons cette folie quand les dictatures et les régimes autoritaires envers les écrivains. La littérature permet de réinstaller la fiction comme un lieu de rencontre, parce que la fiction ne procède pas de vérité. Je vous raconte l'histoire de l'intérieur d'un monstre, et ça vous permet de comprendre parfois ce monstre-là, non de l'excuser. La littérature, c'est notre passerelle, c'est notre humanité. C'est le seul lieu où nous n'avons pas de passeport. C'est le seul lieu où nous pouvons raconter l'être humain de l'intérieur. Nous pouvons envisager les raisons de l'autre à partir de ses émotions, à partir de son histoire subjective profonde. C'est ça ce que nous permet la littérature. Et c'est pour ça que la littérature reste, elle raconte au mieux les dictatures, les pertes, les deuils, la fortune, la joie. Tout cela n'est pas raconté par le journalisme, quoique le journalisme soit toujours nécessaire. Mais nous avons besoin de quelque chose de plus pour perpétuer ce savoir, et ce savoir n'est pas maintenu par le journalisme, il est par la littérature. Le goulag n'a pas été raconté uniquement par les journalistes, il a été raconté par des écrivains. Et c'est ce qui fait que jusqu'à maintenant on en parle à cet instant-là, et qui fait que certains ici lisent, relisent, ou essaient de lire, ou qu'ils vont lire, etc. La littérature, c'est notre signature. C'est ce lieu où nous cessons d'avoir des nationalités et des croyances, et nous avons au moins en partage des interrogations et des émotions. Donc c'est quelque chose de très important. Et lire la littérature arabe aussi, et faire lire la littérature française dans l'autre sens, dans la langue arabe, c'est quelque chose à laquelle moi je crois beaucoup. Je n'ai pas de solution, mais je suis obligé d'avoir de l'espoir. Et cet espoir, moi je l'accorde à la traduction. Pour finir, si vous deviez raconter dans un livre justement cette polarisation du monde, comment est-ce que vous le feriez? Quel serait... alors, c'est une question très ouverte, hein, mais quel personnage, quelle histoire, peut-être aussi dans quel pays, vous viendrez l'incarner? Je ne sais pas, la réflexion, quand elle est subjective, s'accroche toujours à des figures. Chacun d'entre nous a une figure quelque part titulaire. Pour moi, c'est Jonas, le prophète qui a dit non. C'est une figure majeure, et j'ai toujours eu ce rêve d'écrire sa vie. C'est un prophète qui a dit non, ce qui est exceptionnel dans toute la généalogie. C'est un prophète qui s'est enfui, je cite, dans le sens opposé à son Dieu. C'est un prophète qui a privilégié la question, le doute, la révolte. Il est humain. Et donc, j'ai envie un jour d'écrire une sorte de Jonas perdu dans la gare Montparnasse et qui cherche un peu une issue parce que c'est compliqué d'en sortir là-bas. Et que pour moi, j'imagine cet espace labyrinthique d'une gare parisienne où un prophète des temps modernes cherche une solution et cherche une issue. Donc, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question d'une manière très brillante, mais je peux vous jurer que c'est très sincère. Merci Kamel Daoud. J'avais peut-être une dernière question. On va peut-être ouvrir la salle pour laisser aux uns aux autres l'occasion de poser leurs questions aussi. On reviendra vers vous si vous le permettez. Un grand merci pour cet échange passionnant. Donc, si vous avez des questions, et je ne doute pas que vous en ayez, je vous invite à faire la queue. On pourra les applaudir ensuite, mais merci pour eux. Donc vous avez les deux micros. J'insiste que les uns et les autres se lèvent pour aller au micro. Ça évitera de perdre du temps entre les questions. Et merci de vous présenter avant de poser votre question. Donc monsieur, on commence avec vous. Je débute. Alors, félicitations Kamel Daoud pour votre prix concours. Ah oui, c'est pas là. C'est ici, voilà. Félicitations pour votre lauréat prix concours 2024. Et ma question est extrêmement simple. En tant que journaliste, que ressentez-vous lorsque vos contenus sont censurés, soit par la rédaction, soit par les institutions publiques? Un grand merci. Vous parlez de quel pays? Parce que j'en ai deux. En Algérie. D'accord. Alors, en Algérie, j'ai été souvent censuré. D'accord? Imaginez, vous imaginez bien que j'avais des stratégies pour surmonter la censure. Je peux en parler maintenant parce que maintenant je ne peux plus revenir là-bas. Alors, quand je faisais une chronique, quand je commettais une chronique très dure,
mon directeur me censurait. Il avait un argument imparable. Il me disait souvent, Kamel, quand la mer est agitée, je t'aime trop pour te laisser nager. On connaît toutes... j'ai été Red Chef et je sais comment un Red Chef peut inventer des raisons incroyables pour justifier une censure. Donc, j'acceptais que mon texte ne passe pas. Le lendemain, je faisais une petite grève d'humeur. Je n'écrivais pas. 3e jour, je n'écrivais pas. 4e jour, il y avait beaucoup de courriers qui arrivaient pour dire où est-ce qu'il est, parce que j'étais très lu, j'abusais. 5e jour, j'écrivais une chronique beaucoup plus dure que celle qui a été censurée, et on la passe, parce que j'étais en position de force. La liberté, les gens me disaient en Algérie à l'époque, mais quel général vous protège pour que vous écriviez ça? Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais eu de protecteur, ni qui que ce soit. La liberté, ça se construit. C'est petit à petit. On ne vous la donne pas. Ce n'est pas, vous arrivez dans un journal et vous dites, Monsieur Daoud, vous écrivez ce que vous voulez, vous êtes un homme libre. Ce n'est pas comme ça. Moi, quand je suis arrivé dans ce journal, j'avais 24 ans, j'ai commencé la chronique, je me suis dit comment grignoter chaque jour 1 centimètre. Et donc, chaque jour, j'avançais d'une phrase, d'un mot, d'une expression, d'un beau titre. Parfois, je boudais, parfois, je faisais semblant d'être malade. Et ça m'a pris 20 ans pour pouvoir écrire ce que je pense. C'est arrivé plusieurs reprises que je sois censuré. Donc j'ai publié mes chroniques censurées un peu au hasard dans les réseaux sociaux. Et donc il y avait ça. Il y avait aussi un problème moral, pour être sincère, parce qu'on ne va pas jouer les héros. Quand le journal dépend d'une chronique que vous faites, et que ce journal nourrit plusieurs chauffeurs, des appariteurs, des correcteurs, des correctrices, je vous jure que j'avais des problèmes moraux le soir. Je me disais, est-ce que j'ai le droit d'hypothéquer le pain de ces gens-là? Moi, je ne parle pas de grands principes, je parle de choses très morales et très éthiques, simples. Et parfois, je culpabilisais en me disant, s'il ferme le journal, moi, je peux trouver du travail où je veux. J'étais la superstar. Mais les appariteurs, les chauffeurs, les graphistes, les infographistes, les agents de CIJ, et j'avais de la peine. Et parfois, je me modérais, non pas parce que j'avais peur de ce régime-là, à l'époque, c'était autre chose, c'est pas comme maintenant, mais j'avais des scrupules moraux. Donc, vous savez, je jouais avec ça et ça. Et puis, c'est vrai que j'avais une position dominante assez forte, c'est que si j'étais censuré ici, il y avait 3 journaux qui prenaient mon texte là-bas. Donc, ça passait. Et les attaques du régime n'étaient pas comme maintenant. Maintenant, c'est la prison à perpétuité avec accusation d'espionnage et de haute trahison. C'est perpétuité. À l'époque, l'usure était un peu plus... les journaux étaient financièrement assez forts. Les annonceurs publics n'étaient pas les plus grands annonceurs. Donc les journaux s'appuyaient sur une manne publicitaire privée, ce qui leur permettait d'être indépendants vis-à-vis du régime. Donc il y avait beaucoup de... Et puis il y a des moments où j'étais en colère. Et puis si vous êtes journaliste, vous savez très bien quel est notre métier. On démissionne chaque jour. Et chaque jour, on dit je vais démissionner le lendemain, je vais arrêter, je vais faire autre chose, etc. Et on ne le fait jamais. Et donc c'est un peu... Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est un peu... Parfaitement. Un grand merci à vous. Donc on va à ma droite. Monsieur, la parole est à vous. Bonjour monsieur, François Quinton, je suis journaliste à la Revue des médias, à l'INA. En fait, je me demandais si vous aviez des chroniqueurs avec lesquels vous êtes en accord ou en désaccord, que vous admiriez, voilà, parce que ces journalistes remplissent cet exercice avec les qualités qui vous semblent importantes. Voilà, des chroniqueurs, d'autres chroniqueurs en France ou ailleurs, et qui vous aident justement à réfléchir. Je suis un loup solitaire, généralement. Franchement, je lis un peu la presse comme vous le faites, je veux dire, en diagonale rapidement, je lis 2 ou 3 éditoriaux qui me captent, et pour le reste, pas beaucoup. Par contre, je lis beaucoup d'éditoriaux dans le monde arabe, en arabe, parce que je pense que ce que j'ai à apporter en France et ce que j'ai peut-être à rapatrier, à faire connaître, c'est l'énorme explosion parfois dans certains journaux koweïtiens, par exemple, sur leur réflexion qui est d'une pertinence incroyable. Et j'essaie parfois de ramener ça dans mes éditoriaux en France. Donc je lis beaucoup de ce qui s'écrit en Égypte, au Liban, au Koweït, généralement, dans les pays du Golfe, certains. Donc actuellement, je lis beaucoup d'éditoriaux et de presse arabophones. C'est ce que je balaye parce que j'estime que c'est une source de méconnaissance assez grave en France. Et j'en fais mon métier, j'essaie de voir, de surveiller les tendances, et ça me permet un meilleur décryptage sur beaucoup de choses, avant que ça n'arrive ici. Donc je lis un peu ça. Je lisais à l'époque les chroniques de Alal Aswani, quand il était
en Égypte avant d'être lui aussi condamné à des années de prison. J'essaie un peu de lire toute la littérature islamiste. Je lis tout, quasiment. Tout ce qu'il publie, que ce soit du Taliban jusqu'au Maroc. Je lis toute cette littérature, je lis toute la presse populiste, surveille tous les sites, quasiment des grandes fondations et confréries islamistes. Je lis tout ça. Je surveille un peu tout ça. Donc, en France, je lis certains éditoriaux rarement, mais je lis parce que j'apprécie beaucoup le style. Je suis un esthète. Et quand quelqu'un écrit mieux que moi, je le lis pour pouvoir écrire mieux que lui. On veut des noms. Pardon? On veut des noms. Bien sûr, tout le monde veut des noms, et tout le monde ne les a pas. Merci beaucoup. Merci. Donc je reste du même côté, monsieur, allez-y, je vous en prie. Bonjour, Xavier Eutrope, de la Revue des médias de l'INA. Et en fait, on a beaucoup parlé de votre travail. Déjà, j'ai trouvé votre intervention extrêmement enrichissante et très intéressante. Merci beaucoup. Et je me demandais, on a beaucoup parlé de votre travail, de votre réflexion, de votre travail d'écriture, mais en réalité, vous êtes aussi un objet de discussion, vous êtes presque un concept. Les gens vous balancent d'un côté, de l'autre, se battent autour de vous. En fait, vous vous échappez à vous-même à bien des égards, je pense, surtout en ce moment. Et je me demandais comment vous faisiez pour gérer ça, parce qu'en réalité, quand on devient un sujet de discussion, on n'a plus aucune prise vraiment sur la polarisation que l'on peut provoquer. Comment vous gérez ça et qu'est-ce que ça provoque dans votre vie, professionnelle ou pas? Écoutez, il y a des règles d'hygiène que j'observe depuis des années. D'abord, je ne réponds jamais aux polémiques. Parce que le but d'une polémique n'est pas le débat, on le sait tout à fait, c'est juste une machine à sous qui se réenclenche, etc. Ça, c'est la première des choses. Je préfère faire des rencontres, je fais beaucoup de rencontres avec les gens, je préfère le vivant au virtuel. Donc, être dans les réseaux sociaux pour se justifier, etc., ça ne m'intéresse pas. Donc, chaque fois que je suis invité, que ce soit dans une prison, une école, dans une association, à la fac, à Sciences Po, je réponds. Parce que je préfère rencontrer les gens. Et donc, ça, c'est un principe de base. Et puis, ça me nourrit. Ce n'est pas une exposition de ma personne. Je suis chroniqueur. Tous les chroniqueurs savent qu'on est des prédateurs. Donc, on arrive, on regarde et on a toujours une image qui reste. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième, je ne suis pas responsable de l'interprétation. Vous savez, quand quelqu'un vient insulter, il vient avec une douleur, il repart avec la douleur. Ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Donc c'est lui qui a du mal avec ses convictions et il cherche un bouc émissaire pour tout ça. Je pars aussi du principe que la bonne foi est meilleure que la foi. J'essaie d'être constant, de réfléchir à voix haute et de continuer à faire ce que je fais. J'ai appris depuis des années en Algérie que la constance est une vertu qui finit par être respectée. Et qu'être dans la logique des polémiques, ça ne sert absolument à rien du tout. Mais vraiment, ça n'apporte rien, ni pour les gens qui croient en nous, ni pour les gens qui veulent réfléchir, ni pour les gens qui veulent comprendre et savoir. Les réseaux sociaux ne sont pas des lieux de connaissance. On le sait, il faut le répéter. Donc je me tiens à... Maintenant, d'un point de vue d'impact personnel, il est très difficile de convaincre les autres qui sont prisonniers qu'on peut être un homme libre. Très difficile. On ne peut pas expliquer à quelqu'un la liberté si lui-même il y a renoncé. Et quand je dis à beaucoup de gens que je suis un homme libre et que j'essaie de le défendre, peu de gens le comprennent. Je subis tout, vous le savez. Les extraits de phrases, les phrases coupées à la bonne mesure, les chroniques lues à moitié et pas l'autre moitié, tout cela fait partie un peu du mal de notre époque. Mais j'ai peut-être un avantage, c'est que j'écris aussi de la littérature, et ça va continuer comme ça, je n'y peux rien. Le seul moyen de ne pas payer ça, c'est de se taire. J'ai essayé. Je ne suis pas un héros, je ne suis pas quelqu'un qui rêve de martyr. Franchement, la chrétienté, enfin le martyr, etc., ça ne m'intéresse pas. Mais malheureusement, je n'arrive jamais, j'ai essayé tous les moyens d'échapper à ce destin-là, je n'y arrive jamais. Chaque fois, ça me rattrape. J'écris un roman, ça me rattrape. J'écris un article, ça me rattrape. Je fais une conférence, ça me rattrape. Et qu'est-ce qui gêne le plus? Peut-être c'est ma singularité qui gêne le plus, alors que je suis quelqu'un qui reste vraiment, en termes d'hygiène médiatique et politique, je reste vraiment en deçà. Je ne réponds pas, je passe ma journée à dire non aux invitations médiatiques, certains le savent ici. Ce que j'ai envie de le dire, je le dis moi-même. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Quand j'ai envie d'écrire, j'écris. Je crie dans le point, jamais je me suis fait censurer. Je le dis bien. J'aurais démissionné. Jamais on m'a dicté un article. Je fais même moi, grosso modo, c'est moi qui fais mes titres, je suis un bon titreur. Et je calcule mes textes. Quand j'envoie mon texte, il est parfait. Enfin, parfait d'un point de vue, pas de contenu. C'est un peu difficile de dire aux autres qu'on est libre. C'est très étrange. C'est un peu difficile de dire que je ne suis ni de ce côté ni de l'autre. Et que j'essaie juste de vivre les convictions de ma vie jusqu'au bout. Et que cela coûte.
Et ça coûte. Mais on ne peut pas être un homme libre sans payer l'addition. Je ne crois pas. Il y a un moment où, comme maintenant, ce qui m'arrive, c'est un grand moment de révélation. Vous voyez les trahisons, les fausses amitiés, vous voyez le courage. En Occident, on aime bien, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, faire de la poésie sur le courage. Et on a oublié qu'est-ce que c'est le tarif de la liberté. La liberté, c'est comme un restaurant. On choisit son restaurant, on choisit son menu en fonction de ce qu'on peut payer. Et moi, je suis prêt à payer la plus haute liberté parce que je veux en jouir. Donc, je comprends que les autres ne me croient pas parce qu'ils ne sont pas libres. Merci. Dernière question, donc, monsieur, c'est à vous. Bonjour, je suis Alexandre Adobéry, un aspirant journaliste, je vais dire. Vous avez dit que c'était important de retourner au texte à la base pour se faire sa propre opinion, mais elle sera forcément basée sur autre chose. On ne peut pas se construire dans le vide, un peu comme ça. Quel équilibre vous pensez qu'on doit appliquer entre les connaissances qu'on a déjà avant de lire ce texte et comment on interprète ce texte ensuite? Vous parlez de quel texte religieux? Non, n'importe quel texte, si on religieux ou non, on lit un texte, mais il sera forcément interprété par notre filtre. Mais comment on peut se libérer un peu peut-être de ce filtre pour ensuite avoir plus de liberté, comme vous dites? Je l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas de solution miracle, mais je vous donne la mienne. C'est que je réfléchis sur mes propres biais. Tout simplement, quand je lis un texte, je ne peux pas le lire en absolu, en objectivité totale. Ça n'existe pas. On lit à travers sa propre histoire, son corps. Je ne lis pas de la même manière, comme je disais à quelqu'un un jour, dans une forêt qui brûle que dans une forêt qui pousse. Ce n'est pas la même chose. Donc, mais je suis conscient et j'essaie d'être conscient de mes biais et j'essaie de pousser ma réflexion jusqu'au bout. Si elle n'aboutit pas dans un texte, je continue sur l'autre. J'essaie de m'interroger. J'essaie juste d'être honnête. Je sais que c'est un mot que le moralisme de 2 siècles a fini par vider de son sens, mais être honnête, c'est toujours utile en littérature, dans la fabrication de la fiction, mais aussi dans ce qu'on écrit. En Algérie, beaucoup de gens me lisaient à l'époque, et me lisent jusqu'à maintenant, non pas parce qu'ils croient, ils partagent ce que je pense, mais ils reconnaissent en moi mon droit de le penser à voix haute, et de me tromper. Nous avons droit à l'erreur, nous sommes des êtres humains. Méfiez-vous les gens qui vous disent qu'ils ne se trompent jamais. Nous avons droit au malentendu, à la précarité, au chemin de crête. Nous avons le droit d'avoir des convictions, mais j'estime que il faut toujours mesurer ses convictions à l'écoute de l'autre. Parce que j'ai vu beaucoup de gens hurler « j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison ». Je disais à mes étudiants, à partir du moment où vous hurlez, c'est qu'il y a une part en vous qui doute de vous-même et que vous remplacez par le cri, la violence, le hurlement. Une vraie croyance, une vraie foi en soi-même n'a pas besoin de hurler, n'a pas besoin de décibels. Vous décrivez un mot et les gens vous respectent pour ça, même s'ils n'adhèrent pas. À partir du moment où vous hurlez votre conviction, c'est que vous en vivez quelque part un doute, une incroyance. Un homme ou une femme fort de conviction n'a pas besoin de crier. Il a besoin d'agir, d'écrire et d'écouter les autres. Un homme qui n'écoute pas les autres, c'est un homme qui ne s'écoute pas lui-même. Et donc qui refuse de s'écouter lui-même. Je sais que ce sont des phrases d'une grande banalité, mais parfois c'est ce qui m'aide à tenir, personnellement. Donc, la bonne foi est souvent meilleure que la foi. Merci. Je remercie Kamel Daoud encore d'être avec nous aujourd'hui et de nous avoir généreusement accordé ce temps. Merci beaucoup.